70% des adultes en consomment, dont 25% au moins une fois par semaine. Le porno est désormais partout, ou presque. Jusqu'ici, monsieur ou madame trompait avec X ou Y en chair et en os. Désormais, c'est derrière son écran que l'on trompe et que l'on assouvit ses pulsions, jusqu'à l'addiction parfois d'images et de films porno. Il faut savoir que les zones du cerveau activées par le visionnage de ces films pornographiques sont les mêmes que lorsque l'on consomme de la cocaïne ou de l'héroïne. Alors voilà, le porno est-il tout simplement la première source d'infidélité? Je vous propose d'explorer ce sujet ô combien délicat avec mes 3 invités dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie donc de recevoir Thérèse Argot. Bonjour Thérèse. Bonjour. Avec ce dernier livre, tout le monde en regarde, ou presque, avec des parenthèses, mais on pourrait presque enlever ce ou presque finalement. Comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel. Merci d'être avec nous, vous qui êtes sexologue essayiste, avez écrit de nombreux ouvrages évidemment sur l'amour, sur la jeunesse et l'amour, etc. Nous sommes également en compagnie d'Olivier Florent, qui est un peu d'une autre génération, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu tous les âges autour de cette table. Bonjour monsieur. Bonjour. Pas pour vous vieillir, mais au contraire pour honorer votre travail. Vous qui êtes également sexologue clinicien, vous êtes marié depuis longtemps. Depuis combien de temps vous l'avez dit? 54 ans. Oh là, ça dépasse les noces d'or, ça, c'est hors catégorie. Vous avez 6 enfants, vous êtes conseiller conjugal depuis 1976, précisons-le. Je n'étais pas née, je crois que Thérèse non plus. Voilà qui est dit. Alto Porno, c'était finalement l'apéritif, si je puis dire, au livre de Thérèse Argot. C'était il y a une dizaine d'années, Olivier Florent, que vous l'aviez écrit aux éditions du Cerf. Et nous sommes enfin en ligne, je crois, avec Claude Parisot. Bonjour Claude Parisot. Bonjour Marianne. Vous êtes toujours thérapeute de couple, bienvenue à vous, formé en sexothérapie. Alors de votre côté, vous animez des stages, vous êtes superviseur dans l'approche Imago qui peut aider justement, ça peut être, on va en parler évidemment, ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, sinon cette émission n'existerait pas En quête de sens. Réenchanter son couple, c'est votre livre, grâce à la méthode Imago, paru chez Erol. Alors les amis, Thérèse, j'ai presque envie de poser la première question à Olivier Florent. On disait les mêmes choses déjà il y a 10 ans. Il n'y avait pas pourtant tous ces écrans, il n'y avait pas toute cette, comment peut-on dire, cette diversité des films, de l'omniprésence de ces films et de ces images pornographiques il y a 10 ans. C'est étonnant et pourtant vous en parliez déjà. Oui, parce que c'était un vrai sujet. J'avais beaucoup de patients qui venaient me voir pour sortir du porno. Et donc, mon éditeur, donc aux éditions du CEF, a dit nous, on a besoin d'écrire un bouquin parce que ça devient un véritable fléau public. Avec la grande difficulté, c'est que les pouvoirs publics, en revanche, ne s'y intéressaient pas du tout. Et à la différence d'aujourd'hui. Il a fallu entendre, jusqu'à il y a 2 ans, c'est-à-dire il a fallu attendre presque 10 ans avant qu'un homme ou une femme politique, en l'occurrence des sénatrices, publie quelque chose, un rapport. Une exception, c'était, comment dirais-je, d'ailleurs, j'ai été auditionné dans un rapport pour le Sénat sur, comment dirais-je, les violences faites aux femmes. Et déjà, il fallait, à cette époque-là, voir l'influence du porno. Et encore ce soir, on en reparlera de, comment dirais-je, de cette influence du porno sur la relation homme-femme. Ouais, c'est justement le cœur du sujet. Thérèse Argot, ça vous fait quoi d'entendre quelqu'un, un monsieur, en l'occurrence Olivier Florent, qui a écrit cet ouvrage il y a 10 ans, alors que vous aviez l'air de présupposer, de dire que c'était tout à fait récent, et en fait, ça n'est pas tant que ça. Ça vous étonne ou pas d'abord, ce que vient de dire Olivier Florent? Non, pas du tout. Non, c'est pas si récent que ça. Moi, en 2016, je parlais de l'exposition des mineurs à la pornographie. Là, c'était un peu plus récent, parce qu'à une certaine époque, pour regarder du porno, il fallait transgresser des interdits, il fallait trouver la cassette, le magazine, pour pouvoir en regarder. Et en quelques années, avec l'accès aux moyens de télécommunication modernes, tout ça a vraiment changé. Non, mais effectivement, le problème de la pornographie est bien plus ancien, parce que, comme on pourrait toujours dire, c'est que ça a toujours existé, la pornographie. Donc, les détracteurs diront, pourquoi vous alarmez aujourd'hui de la pornographie? On en a bien regardé à l'époque, on n'en est pas mort. Et donc, c'est pour montrer qu'effectivement, il y a eu une évolution avec Internet. Et ça, c'est très important de la comprendre, cette évolution, parce que ça a quand même changé notre rapport au porno. Ouais. Et même si ça a toujours existé, et que c'est ce que je dis dans le livre, en fait, c'est pas la dose qui fait le poison.
le porno en lui-même est un problème, et donc que ce soit à l'époque où il n'y avait pas encore l'accès à Internet, ou que ce soit dans les premiers moments avec Internet, ou maintenant, le problème reste le même. Le porno, à mon sens, n'est pas bon pour notre vie, notre santé mentale, notre santé relationnelle, notre santé sexuelle. Et là, on parle du couple aujourd'hui, on ne parle pas des effets. On en a déjà parlé avec vous. J'invite les auditeurs à réécouter l'émission que nous avions consacrée aux effets de la pornographie sur les enfants. Là, c'est vraiment au sein du couple. Nous allons nous inviter dans la vie de couple. Auditeurs, auditrices, accrochez-vous bien, mais surtout écoutez-nous bien pour justement, si jamais vous êtes empêtré là-dedans, vous monsieur ou vous madame, eh bien ça peut vraiment aider. Déjà le livre d'Olivier Florent peut parler à certains, le livre de Thérèse Ergo à d'autres. Effectivement, j'imagine Claude Parisot de votre côté que vous êtes envahi aujourd'hui de couples, de femmes plutôt, qui viennent vous voir. Comment ça se passe en fait sur le terrain qui recevez-vous surtout? Plutôt des femmes qui se plaignent? Non. Moi, je reçois que des couples parce que je m'occupe de l'espace relationnel. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au premier abord, ils n'en parlent pas. C'est encore assez tabou dans le couple. Déjà, la sexualité, elle est encore assez tabou dans le couple. C'est-à-dire que les couples parlent. Même pour les couples qui parlent, ils ne parlent pas forcément de sexualité. Et pour moi, il y a deux questions dans votre sujet aussi. C'est-à-dire que déjà, est-ce que la pornographie est une source d'infidélité? Oui. Et est-ce que c'est la première source d'infidélité? Il y a même deux questions en une, je trouve. Donc, quand les couples viennent et parlent de justement de la pornographie, oui, pour moi, oui, déjà, la première question, c'est sûr. La première, je peux pas vous dire si c'est la première ou pas, j'ai pas de statistiques, peut-être Thérèse en a. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que c'est une fuite de la relation, une fuite de l'intimité, et oui, c'est une infidélité. On peut parler d'infidélité, en tout cas de relation extra-conjugale. Moi, je préfère ça. C'est une relation extra-conjugale. Extra-conjugale. Donc oui, vous répondez à la question d'une certaine façon. Le porno est source, en tout cas première, j'en sais rien, mais source d'infidélité. Thérèse Ergo, vous êtes d'accord? Oui, parce que il faut de nouveau dire les choses. La pornographie, regarder de la pornographie, c'est un acte sexuel en soi. Alors, qui est particulier, c'est en regardant d'autres personnes, des vrais hommes et des vraies femmes de la vraie vie qui ont une activité sexuelle. Et l'acte sexuel que l'on peut vivre, c'est au travers de la masturbation. Donc, si on entend la fidélité dans le sens de l'exclusivité sexuelle, elle est brisée dès lors qu'on regarde de la pornographie. Pour moi, c'est très important de le rappeler parce qu'en général, quand on surprend son mari ou sa femme qui regarde la pornographie, il va vous dire ou elle va vous dire « mais ce n'est pas de l'infidélité, ces gens-là, je ne les connais pas, je n'ai aucun lien affectif avec eux ». Et au contraire, c'est pour pimenter. Voilà, souvent on entend pour ça. pimenter, ou alors c'est une façon de ne pas te tromper aussi. Et donc, on voit bien comment le consommateur de ces images pornographiques s'est inventé l'histoire que regarder, ce n'est pas tromper, pour s'auto-persuader qu'il n'y a aucun mal à en regarder. Et je pense que c'est très important de revenir sur la réalité de ce que c'est, et alors d'inviter les couples à avoir un vrai échange sur qu'est-ce que signifie pour vous la fidélité, à partir de quand commence une infidélité. Donc c'est une discussion qu'on doit avoir au sein de sa relation, parce qu'en fait ce qui fait souffrir dans l'infidélité, c'est quand ce sentiment de trahison, ce sentiment de mensonge, c'est pas tant le fait en lui-même, c'est si on s'est pas entendu sur les termes du contrat ou les règles du jeu. Donc la discussion sur la pornographie est très importante, puisqu'elle fait partie de nos vies. Est-ce que oui ou non, pour toi, pour moi, c'est de l'infidélité, et qu'on s'entende là-dessus? Ouais, je voudrais quand même ajouter une chose qui est importante, c'est qu'il y a des couples qui regardent ensemble volontairement, en parlant de la pornographie. Il y en a beaucoup ou pas? Bien sûr. Bien sûr, oui, ça, il y en a beaucoup. Oui. Une tendance. Je cite cet exemple dans mon livre, parce que j'ai relu tout à l'heure, sur le fait qu'un certain nombre de difficultés sexuelles proviennent non pas de l'excitation qu'on trouve en regardant du porno, mais de la destruction du désir sexuel du couple par le porno. Et qu'on appelle des syndromes de dysfonction érectile dû au porno, ou de dysfonction, comment dirais-je, du désir dû au porno. C'est comme s'il y avait, comme vous le disiez l'autre fois, je crois, Thérèse Ergo, des fusibles qui grillaient, en fait, des espèces de... une sensibilité qui se grillait. C'est un peu ça, finalement, qu'on peut dire, ou pas? Alors, par rapport à la sensibilité, on voit aussi que le cerveau, quand il est saturé d'images, effectivement, il y a de plus en plus de mal à être excité par des choses plus quotidiennes. Ouais. Et puis aussi, on le voit, moi je l'ai vu aussi pas mal en consultation, des hommes en particulier, et des jeunes hommes qui m'ont confié de plus être excités par le corps de leur fiancé, de leur compagne, de leur femme, parce qu'ils sont tellement habitués à avoir de l'excitation sexuelle sur un certain type de corps qui est très qui est trafiqué en général, et puis qui est mis en scène,
que pour leur propre femme, ils n'ont plus d'excitation sexuelle, ce qui pose problème. Donc, ils sont obligés de repenser à ces images-là ou alors d'en regarder au moment où ils ont l'acte sexuel pour pouvoir provoquer l'excitation Il y en a sexuelle. Oui, beaucoup plus que ce qu'on On croit. l'imagine. Parce qu'il faut bien comprendre que la majorité des adultes aujourd'hui, on en consommait, on va dire des moins de 45 ans, on en consommait quand ils étaient enfants, adolescents. Et donc, leur cerveau, vraiment, je vous dis, il est saturé. Ouais. On ne trouve plus Vous d'excitation. voyez, vous disiez, je crois que c'est 70% votre chiffre, et Olivier Florent, pardon, parle de 80%. C'est intéressant. Enfin bref. De quoi? De consommation? Oui. Oui, c'est ça. Et en fait, ça dépend un petit peu des tranches d'âge. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, par exemple, les 18-30 ans, c'est 80% qui consomment régulièrement du porno. D'accord. Mais eux, ils ont grandi, on les appelle la génération YouPorn, ils ont grandi avec la pornographie en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont des gros consommateurs. Voilà, bref. Mais c'est pour dire effectivement que ça a un impact sur notre vie sexuelle directe. Ouais, on est bien d'accord. Alors surtout quand ça a commencé il y a longtemps, il y a notamment un témoin avec qui j'ai pu échanger. Malheureusement, il ne se sentait pas prêt à témoigner, je le dis très simplement. Je ne vais pas ni donner son prénom ni quoi que ce soit pour. Mais en revanche, il me disait que lui, c'était donc au lycée, qu'il s'était. Voilà, j'en avais parlé la dernière fois déjà. Il est marié maintenant, il a des enfants, etc. Mais il a dû vraiment faire des années, passer des années avec un thérapeute, des années, pour se remettre du carnage en raison de cette consommation. Dès l'âge de, je crois, 16 ans, en internat, enfin bref, dans les conditions dans lesquelles il a commencé à tomber sur ces images, et c'est devenu des films, et c'est devenu de plus en plus gore, de plus en plus trash, etc. Et résultat, quand il s'est marié, il n'y a plus personne. Et là, c'est le drame. Et donc, il a fait un travail. Mais ça a été très long. Donc, il faut vraiment le vouloir, Olivier Florent, Thérèse Ergo et Claude Parizeau, pour se remettre de... Finalement, on ne se rend pas compte souvent. Mais quand ça a commencé il y a longtemps, est-ce que c'est pas plus difficile que quand c'est récent ? J'imagine que oui. On parlait de cette génération YouPorn. Là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le cerveau, c'est pas un ordinateur. Le cerveau, tout ce qu'il a vécu en pensée et en acte, le modifie chaque seconde. Et donc, le cerveau que j'ai là aujourd'hui, demain sera déjà différent. Et donc, plus on s'enfonce dans une pratique, soit de pensée, soit d'acte, plus le cerveau se câble. On va dire, les interconnexions neuronales vont se construire autour de nos images préférées ou de nos émotions préférées ou de nos idées préférées. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est impossible. Mais c'est tout un travail. Il y a une possibilité de le faire. Sinon, on ne pourrait pas faire de thérapie. Ouais. Claude Parizeau, vous en pensez quoi? Oui. Histoire de cerveau. En fait, oui, parce qu'en fait, le problème, on parle d'addiction. Dans les stages de couple, par exemple, on parle de toutes les formes d'addiction. Il y a, de fuite aussi de la relation. Il y a des fuites, travailler plus, s'occuper des enfants, il y a des petites fuites, aller faire des courses, et après il y a les graves. Et la pornographie fait partie des graves fuites de la relation, et parce qu'elle fait partie des addictions. Et il est certainement aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études encore de fait, parce qu'on n'a pas assez de recul, mais il y en a déjà qui sont faites. Aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande addiction, c'est les plus gros traitements d'addiction qui existent. Plus que l'alcool, presque, plus que le tabac. La pornographie est devenue un vrai phénomène, mais pas encore, il n'y a pas assez de recul pour pour vraiment faire des études approfondies, mais on sait déjà, tous les gens qui travaillent sur la sexualité avec les couples, que c'est vraiment un grave phénomène. Ouais. Thérèse Ergo va même plus loin en disant que c'est c'est même pire que la cocaïne ou l'héroïne. C'est les mêmes zones du cerveau. En tout cas, c'est les mêmes zones de cerveau, mais c'est presque pire. Moi, je dis que c'est pire parce que ça vient abîmer ce qu'on a de plus précieux, nous les êtres humains, notre imaginaire et notre capacité à aimer. Donc voilà, mais évidemment, on n'est pas en train de comparer différents mâles. Mais je rejoins ce que dit Claude Parizeau très justement. Dès lors qu'on comprend que ça peut être que c'est une addiction pour certains, dans le livre, je dis un propos qui peut choquer beaucoup. C'est que je dis que la pornographie rend inapte au mariage. C'est-à-dire que les consommateurs de pornographie, je pense particulièrement à la jeune génération, elle arrive à l'âge adulte où elle serait en âge de s'engager dans le mariage. Je pense que si on est encore sous l'emprise de la pornographie, on n'est pas en capacité à pouvoir vivre le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est aussi une promesse de fidélité, c'est un amour en vérité. Et donc, d'emblée, on commence déjà avec ça. De la même façon, il ne nous viendrait pas à l'idée de nous marier avec quelqu'un qui est alcoolique. Il ne viendrait pas à l'idée de nous marier avec quelqu'un qui est même aussi sous antidépresseur, en phase de souffrance mentale. Il ne nous viendrait pas à l'idée non plus de nous marier avec quelqu'un qui est sous cocaïne ou héroïne. Et bien de la même façon, il ne devrait pas nous venir à l'idée de nous marier avec quelqu'un qui est sous l'emprise de l'industrie pornographique, qui est un gros consommateur de pornographie. C'est pour ça que c'est important
de comprendre qu'il y a un travail à faire, une préparation à faire pour être en capacité à pouvoir s'engager dans le mariage. Et c'est vrai que cette réalité-là, elle est extrêmement présente. Ici, on est dans un cadre aussi de radio chrétienne, des gens qui préparent au mariage. J'invite tous les gens qui préparent au mariage d'aborder ce sujet de la pornographie. Vous en consommez un peu, beaucoup, énormément, pas du tout. Comment est-ce qu'on en parle? Parce que si on en consomme, eh bien, on rentre dans le mariage avec un handicap majeur et ça va poser des problèmes dans la relation. La bonne nouvelle, que l'on va en redire et redire, c'est qu'on peut en sortir, on peut arrêter d'en consommer. Et donc voilà, donc simplement on se dit, tiens, dans le cadre de cette préparation au mariage, je vais aussi préparer mon corps, mon esprit et mon cœur à pouvoir vivre la fidélité et pour ça d'arrêter définitivement de consommer du porno. Alors je suis désolée, je sais qu'on a très peu de temps et qu'on n'est pas là pour décortiquer toutes les méthodes, mais j'aimerais bien quand même qu'on donne quelques petites pistes à nos auditeurs aujourd'hui, ce soir ensemble. Claude Parisot, comment on fait? Comment ça se passe chez vous? Quelqu'un qui est complètement accro, il vient avec sa femme, c'est un peu cliché ce que je dis, mais bon, c'est quand même ça qui arrive, j'imagine, la plupart du temps. Comment est-ce qu'on en sort, en fait? En gros, comment est-ce que ça se passe, vos stages? Déjà, moi, à mon niveau, c'est pas moi qui vais sortir, bien sûr, c'est pas mon domaine de tout ce qui est addiction. Moi, quand j'accompagne même des couples en individuel, s'il y a ce problème-là, je les invite à aller voir un sexologue, un sexothérapeute, et de faire une thérapie, bien sûr, derrière pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Pour nous, le problème n'est pas le problème, c'est aller voir en dessous. Souvent, pour moi, la pornographie, c'est un accès facile de fuite. C'est une fuite très facile parce que comme l'ont dit les deux autres invités aussi, puis qu'on le sait aujourd'hui, c'est très facile d'accès. Et quand il y a une difficulté de communication dans le couple, ou bien quand il y a des pannes de désir, ou quoi que ce soit, ou qu'il y a des difficultés, que ce soit au niveau sexuel ou autre, la pornographie est un accès facile et c'est une fuite de la relation. Ça évite de connecter avec son partenaire. Donc nous, ce qu'on travaille, c'est beaucoup sur la connexion, c'est oser dire, aller voir en dessous de ce qu'il y a, les difficultés, et de s'en sortir à deux. Parce que seul, oui, en thérapie, et aussi à deux. Pour moi, c'est essentiel d'oser dire qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a aussi des fuites qui existent depuis très longtemps. Quand on parlait de l'adolescence, là, il y a vraiment un traitement. Mais il y a des fois des couples où les hommes, en particulier les hommes, même s'il y a de plus en plus de femmes qui vont voir de la pornographie, c'est quand même de manière générale encore les hommes qui vont beaucoup pour fuir le lien, pour fuir la communication. Donc, l'apprentissage, c'est leur apprendre à dire leurs émotions, ce qu'ils vivent dans la relation, ce qui est difficile, plutôt que de vivre dans la honte et de cacher. Ouais, en fait, ça part d'un sentiment de honte, hein. Souvent, cet accès, les premiers signes d'addiction, mais même les premiers signes d'intérêt pour la pornographie. Olivier Florent, on peut le dire que ça, c'est... Je suis pas d'accord avec ça. D'accord, allez-y. Quel est votre avis? Déjà, je rencontre beaucoup de gens qui utilisent la pornographie et la masturbation comme anti-stress. C'est une erreur, mais c'est ce qu'ils font. Là, je pense à quelqu'un que je voyais un couple dont le mari dit, voilà, j'ai un boulot extrêmement stressant, et dans le milieu médical, et il utilisait, la masturbation alors qu'il a 50 ans, comme anti-stress. Et pour lui, il n'avait pas de honte à ça. C'est mon anti-stress. Il y a quand même beaucoup de gens, ça m'est arrivé dans le milieu médical, qui sont tellement stressés qu'ils ont des comportements asociaux. Ouais. La Haute Autorité de Santé a exigé que les soignants suivent des formations contre la maltraitance. Et comment on fait? Justement, on regarde qu'ils n'ont jamais appris en école de médecine à gérer leur stress. Il n'y avait pas de cours là-dessus. Résultat, ils ne savaient pas. Donc, j'ai vu des gens traités. J'ai vu même une infirmière arrêter le chirurgien à rentrer au bloc parce qu'il était ivre. J'ai réussi à convaincre, je dirigeais la clinique, à convaincre ce chirurgien d'aller se faire soigner. Il y en a beaucoup, il paraît, d'alcooliques, effectivement, chez les l'alcool est l'antistress qui était le plus utilisé dans notre civilisation. Bien, je vous propose de nous séparer quelques instants, si vous le permettez, mesdames et messieurs, en compagnie d'Arcangelo Corelli, sonate numéro 5 en sol mineur, la partie 2, le vivace, précisément. À tout de suite.
Petite respiration musicale avant de continuer, d'attaquer ce sujet. Le porno est-il la première source d'infidélité ? Nous en parlons avec Claude Parizeau, Thérèse Argot et Olivier Florent. Thérèse Argot qui vient avec son livre « Tout le monde en regarde ou presque ». Comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel, elle qui est sexologue. Claude Parizeau, thérapeute de couple, réenchanter son couple grâce à la méthode Imago chez Erol. Et puis Olivier Florent, qui est également conseiller conjugal et familial depuis des années, depuis 76, disons-le. Vous et votre ce livre en lien en tout cas avec l'émission du jour qui a été écrit il y a 10 ans, Halte au porno, tout simplement, aux éditions du Cerf. Alors effectivement, il y a, je me demandais qui faisait l'œuf, qui faisait la poule pour parler de la fuite en fait. Est-ce qu'on part avec une fuite quand on se marie par exemple et que on n'a pas fait attention, on n'a pas pris le pouls finalement de sa consommation porno, Thérèse Argot? Est-ce que c'est parce que on est déçu par son couple qu'on peut aller aussi il y en a aussi beaucoup des couples comme cela qui commencent par être déçus par quelque chose qu'ils attendaient du couple et qu'ils n'ont pas atteint et ils vont finalement le chercher ailleurs? Ou est-ce que c'est plutôt le contraire? C'est plutôt le porno qui vient, enfin l'homme ou la femme qui vient avec le porno se marier dans son couple et là ça détruit. C'est 50-50 à peu près? C'est une très bonne question parce que moi je le vois en consultation des couples. Quand la question de la pornographie ou de l'infidélité arrive, l'épouse va dire « Mon mari consommait déjà de la pornographie avant de me rencontrer, donc c'est son problème à lui et moi, c'est pas mon affaire. » Alors qu'en fait, je voudrais vous inviter à faire la part des choses par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont été exposées aux images pornographiques quand ils étaient enfants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le moindre problème relationnel, ils avaient des enjeux d'enfant, donc une certaine vulnérabilité, une construction de leur personnalité, et on leur a tout simplement injecté dans le cerveau une drogue. Ils ont fait l'expérience de ce que c'est la pornographie et ils ont été dans un système de dépendance, pas de leur faute, tout simplement parce qu'ils sont victimes d'une industrie qui cherche à faire du profit en les rendant dépendants le plus jeune âge. Bon, Ils arrivent, ils se débattent comme ils peuvent avec cette addiction pendant leurs années collège, lycée et puis à l'âge adulte. Souvent, ce qui va se passer, c'est que le jour où ils rencontrent une personne avec pour qui ils éprouvent un sentiment amoureux, ils vont voir, comme par le plus grand des hasards qui n'en est pas un, qu'en un coup, ils n'ont plus envie de consommer la pornographie. J'aime beaucoup cette idée qui est de dire que le contraire de la dépendance, ce n'est pas la sobriété. Le contraire de la dépendance, c'est la connexion. Quand on se sent connecté aux autres, qu'on se sent amoureux, amoureuse, qu'on se sent en lien, qu'on passe des bonnes vacances avec ses amis, avec son entourage, la qualité de nos relations est bonne, on se rend compte que directement tout ce qui est des comportements addictifs diminue drastiquement, voire disparaissent. Pour beaucoup, ça va disparaître autour de les premiers mois, les premières années. Ça peut arriver, donc. Qu'on appelle la période romantique dans une relation, qui est une magnifique période. Et ils vont se rendre compte que, tiens, j'ai plus du tout besoin d'aller voir ces images pornographiques. Mais les années passent. Et les premières difficultés arrivent. Les premières difficultés arrivent des moments de déconnexion, de déception, de frustration, l'arrivée des enfants, le stress au travail, etc. Et sous un état un peu de fragilité, comme dit mon ami très justement Claude Parizeau, des moments où on n'est pas bien dans la relation, et la pornographie revient comme une façon très efficace et très rapide de fuir la relation. C'est pour ça que si vous êtes en couple et que l'un ou l'autre ou les deux consomment de la pornographie, moi je vous invite très fortement à aller faire un travail ensemble. Ne pas dire à votre mari, c'est ton problème, va te soigner. Le jour où tu seras accablé, tu pourras revenir. Ça, je trouve ça terrible. Surtout que, en plus. voilà, moi ce que je donne comme clé, parce que moi ça me semble la clé fondamentale pour sortir de l'addiction à la pornographie, la clé fondamentale c'est justement la connexion, ça veut dire la relation, ça veut dire l'amour. Autrement dit, quand on voit que son conjoint consomme de la pornographie, ce qu'il a besoin d'entendre c'est « je t'aime, mon regard sur toi ne change pas ». Et je sais qu'en disant ça, c'est extrêmement difficile de donner cette parole d'amour. Bien sûr que c'est que difficile. parfois, alors le plan B, je dis toujours, c'est de dire « je t'ai énormément aimé pendant toutes ces années, mon intention c'est d'aimer encore pendant les prochaines années ». Je voudrais te dire que mon regard sur toi ne change pas. C'est difficile pour moi de te le dire aujourd'hui. Laisse-moi le temps qu'il me faut pour pouvoir te le dire et te redire à quel point je t'aime. Quand on se sent aimé, eh bien, on est libéré de nos addictions de façon considérable, presque en un vrai moteur, quoi. C'est un vrai moteur. Mais parfois, c'est difficile de recevoir l'amour ou de le donner. Et c'est pour ça qu'alors, le cadre d'une thérapie de couple peut vraiment aider. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage vraiment à ne pas régler cette problématique de la pornographie en séance individuelle si vous êtes en couple. Vivez-le dans une relation. Moi, je suis moi-même aussi thérapeute de couple Imago, comme Claude Parizeau, de la même école. Et c'est
magnifique, sublimissime de voir à quel point les couples arrivent à se reconnecter, arrivent à voir comme l'amour sauve littéralement les uns et les autres. Et moi, je suis le témoin de ça tous les jours, donc je ne peux que vous encourager à aller faire Waouh. cette démarche. Merci, Vraiment, c'est trop beau. positif, c'est agréable d'entendre Ah, ça. vraiment, quand même c'est très dans cette positif. émission. L'amour sauve et libère, Ouais. et moi, je le vois tous les jours, donc je ne peux que vous dire que c'est possible. Donc, un premier mot-clé, la connexion ou La la connexion. Et reconnexion. pas la condamnation, et en disant c'est ton problème, tu as un problème, tu es addict, et surtout ces phrases-là qui blessent considérablement. Tu es malade, va te faire soigner. Ce sont des choses qu'on va dire parce qu'on a souvent été blessé dans notre ego, on a un sentiment de trahison, des choses qui peuvent être muées, qui peuvent être douloureuses. Mais attention parce que ces phrases-là, elles abîment encore plus. Et puis nous elles sommes renforcent sur, la merci consommation. Thérèse Ergo de le préciser, vous m'y faites penser à l'instant, nous sommes sur Radio Notre-Dame, Olivier Florent, il y a cette histoire de culpabilité puisque la pornographie est un péché bien évidemment, et dans le couple, bonjour pour les effets surculpabilisants à la culpabilité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait la montagne de culpabilité. Je voudrais dire d'abord une chose, Oui, c'est que allez-y. je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Dire Thérèse, Thérèse. sur le fait qu'il faut non pas, alors je vais donner des éléments aussi, de traiter ça au sein du couple et non pas un thérapeute extérieur. Ça, c'est très mauvais. J'ai lu des études américaines qui montrent que la thérapie personnelle qui est conseillée est destructrice du couple. Oui, c'est très vrai. Je pense que Claude Parizeau, vous êtes aussi d'accord avec ça. On s'est rendu Oui. compte que ça déconnecte. Voilà. Et surtout, après, avec cette injonction, parce que j'ai entendu tellement en cabinet, une fois que tu seras guéri, alors peut-être que je pourrai de nouveau avoir des relations sexuelles avec toi, etc. Et là, vous êtes sûr que c'est une impasse. Ça ne va pas vous permettre de pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre. Je vais Ouais, leur Olivier parler- Florent. Un petit exemple là, qui m'est arrivé Oui. ces jours-ci. Un couple qui est dans cette situation-là dont on vient de parler. D'accord. Ils n'ont plus de communication intime. Alors, j'utilise les 36 questions d'Arthur Aron. Mhm. Alors, c'est un couple que j'ai en distance, parce que, je les ai vus quand même la première fois en réel, et puis maintenant. Et donc, je leur ai envoyé les 36 questions d'Arthur Aron, et là, j'ai reçu hier le petit mot de la femme, qui est forcément vue par son mari, parce qu'ils doivent toujours communiquer avec moi, les deux en même temps. Il dit, on a déjà fait des progrès, 1 semaine. Je pense que ce couple-là, au bout de 3 semaines, ils n'auront plus besoin de moi. Et donc, addict au porno, lui. C'était ça leur problème, notamment, ou pas? Je vous ai dit, c'était Ouais, c'est ça. addict à la masturbation, au Oui. porno, aux maîtresses. Parce que, tant qu'à faire. Et donc, il dit, l'homme est capable de dire à sa femme, je t'aime, mais non plus de relation intime. Donc, ils n'ont plus la force de pouvoir se dire, ça me ferait plaisir, mais ça va faire tellement de peine à celle que j'aime que je ne peux pas faire ça. Je reviens sur un bouquin que Ouais. je voudrais dire simplement citer, qui n'est pas le mien, qui est celui de Sébastien Boller, qui s'appelle Le bug humain. Ah, extraordinaire. Ouais. Je rebondis sur ce que vous dites là parce que ce livre, Le bug humain, m'a permis aussi d'écrire le mien sur la pornographie. Et parce qu'il explique vraiment le fonctionnement du cerveau. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est comment l'industrie pornographique prend au piège, piège notre cerveau. Bref, c'est pour Prend dire au que c'est piège notre cerveau, il a dit. une source Ce que j'aime bien dans d'inspiration. le livre de Oui, Sébastien, il faut j'ai lire. pu discuter de ça avec lui, c'est qu'à un moment donné, à la deuxième partie de son bouquin, il donne le secret de sortir de ça. Vous l'avez dit d'une autre façon, c'est l'altruisme. Mm. Il dit simplement, il y avait une fille à Calcutta qui trouvait plus de plaisir à tenir la main d'un mourant sur les trottoirs de Calcutta que d'aller manger au restaurant. Cette fille était catholique. Les catholiques la considèrent comme une sainte, je cite à peu près. Mais ne croyez pas, les musulmans et les bouddhistes de Calcutta la prennent aussi pour une sainte. Autrement dit, l'arme qu'on a absolument possible pour chacun d'entre nous, pour lutter contre mon plaisir égoïste qui est très fort, Ouais. c'est le plaisir de faire plaisir à ceux qu'on aime. Ouais. Et aussi la peur de les faire souffrir. Ça, c'est ambigu. C'est-à-dire- Ouais. C'est-à-dire, je trouverais bien ma femme, mais ça lui ferait tellement... Oui, mais j'ai envie de cette fille-là. Ouais. Mais c'est idiot parce que je vais la faire souffrir, ma propre femme. Et donc, on va se développer le plaisir de faire plaisir et puis de se méfier de faire du mal. Ça s'appelle l'altruisme. Ouais, c'est
C'est un peu c'est ambivalent cette histoire, j'ai l'impression un petit peu, non? J'aimerais bien revenir sur, Thérèse Argot. oui, parce que sur un point Faire important plaisir en même temps. j'aimerais bien revenir sur le point de la culpabilité. Oui, Parce que je pense qu'il c'est après important on demandera à Claude. de distinguer les choses. Parce que là, déjà, on voit bien que dans notre discussion, on va confondre, et c'est normal, pornographie et masturbation. On ne doit pas les confondre. Hein. Alors, moi, ce que j'invite à faire dans mon livre, et c'est ma pensée, c'est ma croyance, c'est qu'il ne faut pas confondre pornographie et masturbation. D'accord. Autant on se masturbe en regardant de la pornographie, autant on peut très bien se masturber sans regarder du porno. C'est-à-dire que En pensant à sa femme ou à son mari. à ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a une confusion parce que la pornographie est un support à la masturbation. Un mais support. voilà, et c'est voilà, ça qui est condamnable. exactement. Pas le. Et alors, la moi, je masturbation fais partie elle-même. de personnes, mais alors justement, je ne suis pas porte-parole de l'Église catholique et donc je tiens à le redire pour éviter les critiques. Moi, je pense que la masturbation, elle peut être bonne aussi à des moments donnés de la vie. Et donc, elle n'est pas à condamner, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Et là, c'est vrai que moi, j'ai une parole différente de celle Et que pour la porte santé du l'Église. couple et pour la santé. Non, mais parlons-en librement. On Oui, est quand même. et donc pour moi, c'est autant, dans mon livre, je vais vraiment de manière très cash en disant, il n'y a rien de bon dans le porno, il faut arrêter d'en regarder. Autant la masturbation, je suis pour la masturbation à plein moment donné de la vie. Le seul moment où la masturbation, pour moi, est mauvaise, c'est quand elle est compulsive, c'est-à-dire que c'est plus fort que nous, c'est un rapport à la pulsion. Le problème, c'est pas la masturbation d'ailleurs, c'est l'état de mal-être finalement qu'elle exprime. Ouais. Donc ça, c'est vrai que moi, par exemple, je suis pas en accord avec ce que dit l'Église sur ce point-là. Donc je tiens à le dire à tous les chrétiens. qui nous obligés écoutent. non plus. Voilà, alors par Ouais. rapport à la culpabilité, simplement, il faut distinguer deux formes de culpabilité. Il y a une culpabilité que je ressens quand j'ai fait quelque chose de mal, c'est-à-dire un acte qui n'est pas ordonné à l'amour. Et donc, heureusement que je me sens coupable, parce que ça D'accord. permet de renseigner mon cerveau que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Et donc, les seules personnes qu'il faut enfermer dans notre société, vraiment, ce sont les psychopathes, c'est-à-dire les gens qui ne ressentent pas de culpabilité. C'est très grave de ne pas ressentir de culpabilité, parce que c'est une émotion qui nous permet de nous ajuster dans nos relations. Cette émotion, elle est très saine. Elle nous permet de reconnaître notre faute, de demander pardon et de poser un acte de réparation, et après d'ajuster nos comportements à nos relations d'amour. Jusque-là, c'est très bon. Mais une autre forme de culpabilité, c'est que parfois je me sens coupable pour une faute que je n'ai pas commise. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, alors qu'en réalité, je suis victime Exemple. et non coupable. Tous les enfants qui ont été exposés aux images pornographiques avant 18 ans sont des victimes et ne sont pas coupables. Je sais aussi que certaines personnes, et dans le milieu religieux, ne vont pas être d'accord avec moi parce qu'ils pensent que déjà l'enfant pourrait faire la part des choses. Je dis non très fermement et je vous invite vraiment à essayer de comprendre mon point. Un enfant à qui qu'on expose à ces images pornographiques n'est pas en capacité à pouvoir exercer sa liberté, exercer sa volonté de ne pas consommer ces images. C'est trop fort, c'est trop addictif. C'est pour ça que la loi française est très claire. Toute personne en dessous de 18 ans qui a vu ces images est considérée comme une victime. Ça veut dire qu'on ne va pas, selon moi, on va aller se confesser parce qu'on a regardé des images pornographiques alors qu'on est un mineur. Pour moi, ça pose problème parce que ça renforce le sentiment de culpabilité là où on est victime. Si un enfant vient vous confier qu'il regarde des images pornographiques, il faut lui dire qu'il est victime, que c'est pas de sa faute, que c'est un problème de société qu'on l'a exposé. Et donc, vraiment, l'enlever, le débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Donc, attention à la culpabilité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à l'âge adulte, parce que c'est le sujet de notre émission, si on découvre cette consommation de pornographie qui n'est pas en adéquation avec les valeurs du couple ou à l'engagement qu'on a posé ensemble, si c'est le cas, c'est important de se reconnecter à cette culpabilité. Oui, j'ai fait quelque chose qui est mauvais pour moi et pour l'autre et pour notre relation pour pouvoir après aborder une démarche de changement. Cette culpabilité, elle va être aussi nécessaire pour changer. Donc j'espère que vous comprenez bien cette distinction. C'est un peu subtil, mais dans quel sens on en a l'habitude. Oui, mais pour moi c'est très important. Il y a une culpabilité, voilà. Et donc attention à la condamnation, puisque vous parlez aussi de péché. Moi, je suis très inquiète de voir à quel point parfois il y a une notion de péché alors que la personne n'était pas en capacité d'exercer sa liberté. Et c'est très culpabilisant et la culpabilité va renforcer après l'addiction au porno. Respiration et alors s'il vous permettez, si vous le permettez, Olivier Florent, juste après Chanson d'A, ce sera à vous, ainsi qu'à Claude Parizeau au bout du fil, Rita Mitsuko les amis. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Chanson si belle, tu la reconnaîtras.
que doucement tu me prennes par la taille en sifflotant. Notre chanson d'amour sera si colorée qu'on finira la guerre couleur contre nuance. Elle sera notre chance, que les couleurs éclatent, que chantent les nuances, tendance délicate, oh, tendance délicate. Et les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, elle le fera rougir, sans mentir, sans rire, le laissera sans voix. Une chanson si belle, tu sauras que c'est elle, tu la reconnaîtras. Un jour tu verras, je chanterai avec toi une chanson de charme, que la chanson de charme, que la chanson nous charme, que cette chanson vous charme. Rita Mitsoko sur Radio Notre-Dame et sur RCF. À l'heure où nous nous interrogeons ensemble, le porno est-il la première source d'infidélité? Je crois qu'on peut dire oui. Claude Parisot est avec nous, thérapeute qu'il est, grâce à la méthode Imago. Réenchanter son couple, c'est son dernier ouvrage chez Erol. Thérèse Ergo, sexologue. Et qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et là, qui vient avec cet ouvrage, tout le monde en regarde, ou presque. Comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel. Enfin, Olivier Florent, qui est lui aussi sexologue et conseiller conjugal, et qui est venu avec cet ouvrage qui est paru il y a quelques années, Halte au porno, aux éditions du Cerf. Juste avant de vous donner la parole, Olivier Florent, Claude Parisot qui est toujours en ligne. Vous allez bien, Claude? Vous êtes toujours en ligne avec nous? Oui, je vois combien c'est difficile d'interagir en étant... Mais oui, toutes nos excuses. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Et c'est vrai que j'aurais voulu vous poser la question tout à l'heure. Peut-être avez-vous d'abord une réaction à apporter à ce qui a été dit dans cette toute grande première partie d'émission. Mais moi, j'avais quand même une question pour poursuivre sur l'histoire de la masturbation. Est-ce que, oui ou non, ça, pour vous, est-ce que c'est bien pour la santé du couple ou pas? Voilà, hors Alors, église pour l'instant, hein, on parle de... Moi, je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment vraiment ce que disaient les deux invités. Ouais. La masturbation, je me souviens à une époque, moi-même, je veux dire, je pratiquais la masturbation pour gérer mon stress, comme le disait Olivier. Et c'est vrai que le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, c'était une façon de m'endormir. Et j'ai utilisé aussi la porno. Le problème pour moi, si je veux l'enlever de la porno, la porno, oui, c'est un vrai fléau. On en a parlé dans une autre émission, Ouais. Thérèse était là aussi. C'est juste que pour sortir de ça, moi, ce que je pense, c'est qu'aussi, c'est sortir pour nous, notamment les hommes, sortir de ce besoin de... Moi, j'anime des stages sexualité pour couple aussi. Je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Et dans ces stages, je dis aux hommes, mais oui, vous n'avez pas d'autre choix que si vous voulez continuer à faire l'amour avec votre partenaire aussi, c'est de sortir de se faire l'amour pour... Excusez-moi, je vais faire un gros mot, mais de baiser. Parce que très souvent, oui, j'ai des besoins, mais si tu as des besoins, tu vas te masturber justement par rapport à la masturbation. Faire la différence entre le besoin et après l'envie de connexion. Et faire l'amour, qui peut être de plein de façons, bien sûr qu'on peut faire l'amour de manière sauvage de toutes les façons, mais il y a un apprentissage, ce qui n'existe pas dans les familles ni à l'école bien sûr, de apprendre à se connecter, à ralentir et de différer son besoin, notamment de se masturber parce qu'on sent qu'il y a une tension, et de sortir de la tension sexuelle plutôt et d'aller dans la connexion, de faire l'amour. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Et une des façons de sortir de la porno aussi, c'est justement d'apprendre, notamment chez les hommes, de rentrer en connexion avec sa partenaire. Alors, on va pas faire un cours aujourd'hui, ça parle de tantra, ça parle de slow sex, ça parle juste de ralentir. Dans les stages, on apprend à ralentir, à se regarder, à se toucher. Et là,
quand on redécouvre la relation et tout ce qu'il y a autour, eh ben, on va sortir aussi de la porno. Même si la porno, et la seule différence que je fais avec ce qui était dit tout à l'heure, Ouais. c'est que oui, ça se traite à deux. C'est important parce que la thérapie individuelle peut éloigner, et je rentre vraiment dans tout ce qui a été dit. Et quand c'est vraiment une addiction profonde, c'est important en même temps d'être accompagné pour cette addiction. Ouais. Les deux Merci, sont pas- merci infiniment Claude pour avoir effectivement rajouté tous ces éléments, ces clés de compréhension. Olivier Florent, première réaction d'abord à ce qui vient d'être dit par Claude Parisot. Pour vous, oui ou non, est-ce que d'abord hors religion, hein, on va parler d'abord de, Oui. Olivier Florent, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec Claude ou pas du tout? Est-ce que c'est bon pour la santé du couple? Voilà. Alors moi, je pense que de toute façon, la dignité humaine, aucun rapport avec la foi chrétienne, un bouddhiste dirait ce que je vais dire, c'est le contrôle total de ses émotions. Je vous le dis parce que en tant que personne, je suis quelqu'un de hypersensible. Donc il a bien fallu que j'apprenne étant gamin à maîtriser ma sensibilité. Et donc j'ai découvert, comment dirais-je, avec les neurosciences, que le dénommé Évagre le Pontique, un moine du IVe siècle, avait déjà raconté tout ça. Il a dit, ben voilà, il y a 8 sortes de tentations possibles. Et voilà comment on fait pour les contraindre. Parce que Évagre dit, une tentation, que ce soit la masturbation ou je ne sais quoi, ça vient toujours d'une idée qui passe dans le cerveau avant. Autrement dit, toutes nos envies commencent toujours par une pensée. Donc, maîtriser ses pensées, aujourd'hui ça s'appelle en psychiatrie mindfulness ou pleine conscience, c'est plus qu'à la mode, c'est vraiment important dans la psychiatrie américaine et française aujourd'hui, là, avec Christophe André et autres personnages. Alors, on n'est pas obligé de citer toujours le Dalai Lama pour dire la même chose. C'est ce que je leur explique. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste. C'est déjà dans le patrimoine chrétien depuis le Ce que vous êtes en IVe train de nous siècle. raconter, c'est qu'il faut d'abord, dans un premier temps, prendre conscience. C'est Prendre ça. conscience. Qu'est-ce que je ressens quand j'ai cette pulsion? C'est un peu ça, finalement, Exactement. qu'elle fronce Et- les sourcils, Thérèse Ergo. J'aime pas ça. Dès qu'on a une idée qui ne convient pas à ce qu'on a envie de faire, on la chasse par une autre idée. C'est-à-dire Ouais. on la remplace. Alors Ça marche très bien. Ça, on est- c'est Ah bon c'est la méthode que je pratique depuis 10 ans. Et c'est pour ça que je ne vais pas prendre trois. Enfin, si, il y a quand même des gens que je suis depuis très longtemps. On dit souvent que le naturel revient au galop, donc est-ce que c'est forcément... Mais il n'y a pas de naturel. Le naturel, Ah bon c'est ce que le cerveau a tissé à mesure. Ouais. Donc c'est une sorte de musculation des idées, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et Alors donc, qu'est-ce qu'en dit l'Église c'est ce que maintenant? Oui. raconte, c'est ce que racontait Évagre le Pontique. Les orthodoxes vont l'appeler Saint Évagre. Mais vous trouvez la même chose chez Sébastien Boller. Ouais. Alors, Et donc voilà, l'idée, Ouais. c'est le contrôle de soi par Mais ça s'apprend. la maîtrise mentale. Et Ça ça s'apprend. s'apprend. Et je vais vous dire, ça s'apprend tout petit, en maternelle. C'est ce que les Français sont allés regarder, comment faisaient les Danois dans les écoles maternelles, pour apprendre aux enfants ce que c'est que le contrôle. Mais l'autre, il a ses pensées qui ne sont pas les miennes. Hein, et c'est quelques enseignants français qui sont allés voir ce que faisaient au Danemark les gens Ouais. dans les écoles Alors, maternelles. Thérèse Ergo, est-ce que vous y croyez ou pas? Une idée chasse l'autre, je sais pas. Est-ce que ça peut marcher pour vous ou pas? Non, si, Bah, bien Founès. sûr. Et donc, j'en parle aussi dans le livre, dans les solutions pour Ouais. arriver à en sortir. La gestion de ses émotions fait partie de La tout gestion ça, des émotions, exactement. quoi, Donc hein. ça, c'est vraiment l'essentiel pour ne pas avoir ce rapport, pulsionnel. Et je voudrais revenir quand même Oui. sur le sujet de notre débat Ouais. aujourd'hui, sur première source d'infidélité dans les couples. Il y a une réalité que je rencontre beaucoup en consultation. Ce sont des situations où un jour, c'est souvent comme ça, en tout cas tel que ça se présente, en tout cas à moi, des femmes découvrent que leur mari a une espèce de double vie. C'est-à-dire que depuis des années, parfois de très nombreuses années, parfois des dizaines d'années, en fait, il va voir des prostituées, il a différentes maîtresses, souvent très sexuelles, pas spécialement amoureuses. Et là, ce jour où il y a cette découverte, en fait, c'est un cataclysme, c'est un tsunami immense parce que rien ne pouvait le montrer avant. Et ce que je voudrais expliquer rapidement ici, et puis plus longuement dans le livre que je viens d'écrire, c'est que si on comprend que l'exposition à la pornographie va engendrer une forme de shoot de dopamine, que c'est une drogue, moi je dis que c'est une drogue dure. Si c'est une drogue dure, il va falloir augmenter les doses pour ressentir un niveau d'excitation. Si on commence tôt,
on va devoir aller chercher des images de plus en plus transgressives pour ressentir l'excitation. Et il y a un moment où ces images ne font plus beaucoup d'effet. Et donc, on va aller franchir d'autres lignes rouges. Donc, dès qu'on commence à avoir une carte bleue en main, on peut aller payer les services alors en ligne, de prostituées en ligne, et après d'aller voir aussi des prostituées dans la vie quotidienne. Ce que je veux vraiment expliquer, c'est qu'il y a un continuum entre la consommation de pornographie et la consommation de prostitution à l'âge adulte. C'est simplement qu'on est dans le même univers. La pornographie, c'est la prostitution filmée. En fait, on met en scène des hommes et des femmes qu'on appelle des travailleurs du sexe qui monétisent des actes sexuels. Et donc, c'est ça qu'on appelle la prostitution, tout simplement. Mais si on habitue des enfants à consommer de la prostitution, une fois qu'on a une carte bleue, on peut avoir des sensations encore différentes et donc de continuer à avoir tous ces services sexuels qui sont ultra disponibles aujourd'hui. Et donc, ça, c'est aussi un point important parce qu'en termes d'infidélité, ça commence par du porno et ça peut se poursuivre par le recours à des prostituées. Et moi, je le vois beaucoup dans mon cabinet. Alors, forcément, j'ai un petit billet puisque les gens viennent se confier quand ils ont cette difficulté. Mais c'est pour ça que j'alerte contre cette consommation de pornographie parce qu'elle peut engendrer ce type de comportement quelques années plus tard. Ouais, là, on est vraiment au cœur du sujet, effectivement, même dans les effets. C'est-à-dire que c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. La dernière en date, une situation, un homme qui me dit « Mais le porno ne me fait plus aucun effet. Donc, j'avais besoin d'aller voir des prostituées. » Et je vois des jeunes, 18, 19, 20 ans, qui vont voir des prostituées aussi, parce qu'ils regardent du porno depuis qu'ils ont 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils regardent la pornographie. Ça fait plus trop d'effet. Pour ressentir l'excitation, on va passer à la vitesse supérieure. Ils viennent vous voir déjà, ceux-là. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, ce que je trouve, on vit quand même à une époque aussi extraordinaire. J'aime beaucoup notre époque. Parce qu'en même temps, on peut parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, vous imaginez, sur une radio chrétienne, on parle de pornographie. On parle d'infidélité. Et comme on en parle, eh bien aussi, on a une génération qui ose en parler, qui ose venir en consultation. Et en fait, dès lors qu'on s'ouvre, dès lors que ça ne devient plus un sujet tabou, on peut vraiment en sortir. Il y a des belles pistes de libération. C'est tout à fait possible. On est d'accord. Claude Parisot, vous êtes bien d'accord également, j'imagine. Mais complètement. On est très souvent d'accord avec Thérèse. Et ce qu'a dit Olivier aussi, je suis très touché. Et c'est vrai que par rapport aux émotions, la méditation de pleine conscience, tout ce qui existe, sont aussi des formes justement d'apprendre à gérer ses émotions, ses pensées, et tout ça, c'est des super outils. Je trouve que tout ce qui se dit, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve aussi que quand les couples viennent, la pornographie, en fait, quand je parlais tout à l'heure, oui, c'est ça, il y a un besoin. Mais c'est vrai que quand on regarde un film, elle dit jamais oui, elle dit jamais non. Les femmes ne disent jamais non. Quand on va voir une prostituée, on les paye pour ça. Elles ne disent pas non. Il y a quelque chose de l'immédiateté. Ouais. Et là, pour moi, on n'est pas dans l'amour. On est juste dans des besoins sexuels ou des tensions plutôt sexuelles. Alors là, il nous reste peu de temps, mais malheureusement, bravo Claude Parisot d'avoir évoqué ça, parce que ça a failli m'échapper dans cette émission Enquête de sens. Effectivement, il y a un problème aussi, parce que j'ai reçu aussi des mails en préparant l'émission de femmes qui me disent moi, il y a une question, c'est que comment on fait j'ai envie de faire plaisir à mon mari, je lui dis tout le temps oui. Et ça, c'est qu'on a tous ces besoins sexuels, etc. Ça, c'est alors certainement un autre sujet Enquête de sens un jour à programmer, Olivier Florent. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Et c'est lié à notre question du jour, forcément. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors justement, la question c'est que la première chose, c'est est-ce que le couple a envie de consulter ou seulement la femme ou seulement le mari ? Ouais. Problème qu'on va parvenir dessus. C'est très important. Mais il y a plein d'autres... comment dirais-je d'autres ? Je vous donne un exemple par rapport aux thérapies. Une jeune femme était accro au porno. Jolie femme d'ailleurs. Et je lui dis, voilà la méthode. Et elle me téléphone au bout de 15 jours, je crois, en me disant, ça marche votre truc, mais j'ai un autre problème là, je suis jalouse de mes amis. Elle m'explique, donc je lui dis, vous n'êtes pas jalouse, vous êtes envieuse de vos amis. Parce que qu'elle pense que tout ce qui leur arrive de bien, c'est à elle que ça aurait dû arriver. Oui, vous voulez dire d'un point de vue sexuel, c'est ça que vous voulez dire ? Non, elle est envieuse de succès amoureux. Ouais, qu'est-ce que vous diriez ? Je voudrais simplement dire, donc cette femme, comme dans la méthode, était en contact avec moi tous les jours par SMS, nombre de tentations, nombre de contre-mesures appliquées, nombre de succès de la contre-mesure. Ça, c'est la méthode que j'emploie. Ouais. Je suis en contact tous les jours avec mes patients. Elle m'a dit au bout de 15 jours, oui, c'est vrai, ça marche aussi. Et
bout de 3 semaines, un mois, elle n'a plus eu besoin de moi. Claude Parizeau, qu'est-ce qu'on fait quand, effectivement, ça c'est vraiment qu'est-ce que vous répondriez à votre propre question finalement, quand il y a un décalage entre les besoins sexuels de monsieur et la madame qui n'ose pas dire non? Alors la première chose, c'est que... Attendez, Claude Parizeau, si vous le permettez, Olivier Florent, merci. Claude Parizeau. Oui, mais en fait, déjà, c'est pas des. Là, on parle de besoins et d'envie, c'est déjà des choses différentes. C'est-à-dire que les deux ont envie des mêmes choses. On comprend dans les stages, quand on fait des stages sexualité, que les deux veulent la même chose, mais on n'a pas les mêmes façons d'y arriver. Et surtout, chez nous, les hommes, on a besoin de se sentir désiré. Ça passe par le désir, le fait de se connecter. Et chez la femme, c'est d'abord, avant de faire l'amour, elles ont besoin de se connecter. Et comme elles ont appris dès l'enfance qu'il fallait faire plaisir à l'homme. Et là, je suis désolé, c'est malheureusement la culture, la religion judéo-chrétienne, et ça, moi, ça m'exaspère. J'espère que ça va changer. C'est-à-dire qu'à force d'apprendre aux femmes de faire plaisir, elles font plaisir, elles n'écoutent pas leurs besoins, et un jour en bas, ça ne peut plus s'ouvrir. C'est-à-dire que pour s'ouvrir, pour que leur cœur, leur sexe s'ouvre, il faut aussi qu'il y ait de la connexion, que la sexualité commence avant. Et quand on parle de préliminaire, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire c'est un sourire, c'est une caresse le matin, c'est se prendre dans les bras. Eh bien, c'est tout ce qui se passe avant dans la journée. Et merci. Après. Oui. Et après, ça se connecte. Merci Claude Parizeau. Merci Thérèse Argot. Merci Olivier Florent. Merci infiniment les amis pour avoir devisé sur ce sujet. Je pense qu'on part avec plein d'astuces en poche autour de cette question de la malédiction du porno dans le couple. Merci infiniment Thérèse. Merci Olivier Florent. Merci Claude Parizeau.